D'accord, aujourd'hui nous avons une vidéo de Rudy Rockman. Il affronte 20 pro-palestiniens et honnêtement, je ne sais pas comment il a pu supporter 20 de ces gars, qui sont en gros des porte-paroles de la propagande pro-palestinienne et qui coupent chaque argument qu'il avance avant même qu'il ait fini. Je préférerais une seule conversation honnête plutôt que 20 comme celle-là. Mais voyons ce que nous avons. Je vais prendre ça morceau par morceau pour bien analyser parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Alors voyons ce que nous avons. J'ai aimé ton kéfier. Merci. Il est très joli. Merci, c'est emprunté à ma culture. Je ne prendrai certainement pas ça. D'accord. Alors, peux-tu me parler de cette idée que tu as d'être autochtone? Bien sûr. Est-ce que tu crois en la Torah? Oui, D'accord, merveilleux. Donc, dans la Torah, il est question des Israélites qui sont allés dans le pays de Canaan. Es-tu d'accord avec ça? Oui. La Torah dit que les Israélites doivent aller à Canaan, les passer au fil de l'épée, puis s'emparer de la terre. Es-tu d'accord avec cela? D'accord. Donc, dans la Torah, il est question d'Abraham qui est venu du pays dur et non du pays de Canaan. Canaan correspond à la Palestine actuelle. Donc, si moi, une Palestinienne, je fais un test ADN, ce que j'ai fait, mon ADN ressort presque entièrement cananéen. D'accord. Si un juif ashkénaze fait ce même test ADN, son ADN ressort entièrement européen. Alors, explique-moi comment tu peux dire que ton peuple est autochtone. merci d'avoir mentionné la Torah. Puisqu'on en parle, commençons par le début. Tu peux voir que son attitude commence déjà à s'échauffer. Elle n'écoutera même pas un mot de ce qu'il va dire. Mais oui, ce que Rudy va essentiellement aborder, c'est, eh bien, ce qu'elle a d'abord mentionné, c'est que les Juifs combattaient les Cananéens. Donc, en gros, il a été ordonné aux Juifs, en arrivant initialement en terre d'Israël, de chasser les Cananéens. Rudy va en parler. Trois options leur ont été données, en gros. Ils pouvaient soit partir, soit rester là et abandonner l'idolâtrie, ce qui est évidemment totalement contraire à la Torah, ou alors ils pouvaient nous combattre. Et c'est ce que quelques-uns d'entre eux ont décidé de faire. Les Girgasiens, par exemple, sont partis. Un autre groupe a en fait la paix avec le peuple juif et est resté là-bas. Mais les 6 ou 5 ou 6 tribus cananéennes restantes ont décidé de se battre et, au fil des décennies, ont été progressivement expulsées ou tuées au combat. Mais encore une fois, c'est un cas très particulier. Cela ne valait que pour cette époque dans la Torah, où c'était l'une des mitzvot très particulières, où nous devions réellement éliminer ces peuples à cause de leur culture très arriérée. Ils étaient vraiment impliqués dans une immoralité sexuelle très particulière, des sacrifices d'enfants, et c'était en général une société très immorale. C'est pourquoi Dieu a ordonné au peuple juif de faire cela. Encore une fois, c'est très rare de voir ce genre de choses arriver, à part pour les Cananéens et Amalek. Les Juifs ne diront jamais Dieu m'a dit d'éliminer ces gens. Après la Torah, toute guerre était plutôt politique, mais ceci était spécifiquement un commandement donné par Dieu. Noé possède une arche et plusieurs enfants, dont l'un s'appelle Sem. Elle demande Qui est Noé? Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Sem devient le père des Sémites, n'est-ce pas? Tous les peuples sémites descendent de Sem. Ensuite, il y a un autre fils appelé Cham. Cham a finalement un descendant appelé Canaan, qui est né en Afrique. Les Cananéens, issus des Africains de la région, prennent finalement la terre des descendants de Sem, les Hébreux. Ével, descendant de Sem, est l'ancêtre des Ivlim, les Hébreux. Les Cananéens s'emparent de leur terre, forçant les Hébreux à se déplacer. Ainsi, Abraham naît lors de cet exil et est en fait le premier sioniste. Premier juif à revenir sur la terre de ses ancêtres et y vivre, il n'en a pas le contrôle, les Cananéens l'occupant toujours. 2 générations plus tard, avec les 12 tribus et Joseph, ils sont en Égypte. Ils passent du temps en esclavage et finalement, ils tiennent bon et finissent par revenir à nouveau sur leur terre ancestrale, la terre d'origine des Hébreux que les Cananéens ont prise. Et ensuite, il y a 3 conditions pour les Cananéens. Vivez selon l'état de droit, combattez-nous ou partez. Certains sont partis, d'autres ont choisi de respecter les 7 lois de Noé. Pas d'idolâtrie, de meurtre, de vol ou d'actes sexuels immoraux. Ceux qui ne l'ont pas fait sont partis en guerre. Donc maintenant, tu as parlé de l'ADN. D'accord. Donc, avant qu'on aborde l'aspect ADN, je n'aime tout simplement pas utiliser cet argument du genre Oh, on était là en premier. Et ensuite, tout le monde essaye de faire valoir une revendication plus ancienne que celle de l'autre. C'est pour ça qu'elle avance l'argument Oh, je suis cananéenne, donc j'étais là en premier. Et ensuite, Rudy doit se lancer dans tout un raisonnement très technique. Oui, ce qu'il dit est vrai. La Torah dit bien que Dieu a promis la terre aux descendants de Sem et finalement à Abraham. Mais encore une fois, elle est complètement perdue. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Encore une fois, c'est pourquoi je n'aime pas cet argument. On peut toujours chercher à surpasser l'autre et le déstabiliser.
mais je suppose qu'elle est musulmane et qu'elle serait probablement d'accord avec la sourate que j'ai souvent entendu citer, la sourate Al-Maïda 5, verset 21, où Allah s'adresse essentiellement au peuple juif et dit: Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a assignée. Et cela cite essentiellement ce que Moïse a dit au peuple juif et dit en gros que la revendication du peuple juif dans le Coran concerne la terre d'Israël. Donc c'est assez drôle. Oui, nous verrons d'autres arguments au fil du temps. Il n'y a pas vraiment d'ADN cananéen. Ils ont trouvé chez les Juifs, oh mon Dieu. Ce n'est pas factuel. Je ne peux pas te laisser continuer. Je ne peux pas te laisser parler, je ne suis pas d'accord. Tous ces faits sont pour nous. Pour tous ceux qui écoutent, dit qu'il n'y a pas d'ADN. Non, c'est faux. L'ADN cananéen n'existe pas. Comment un test ADN pourrait dire que je suis cananéenne quand tu trouves une ascendance cananéenne, là où se trouvent les Palestiniens? Je vais justement répondre à cela. Quand on trouve des ossements dans le sol, ils pensent qu'il s'agit de Cananéens, pas d'Hébreux. Pourquoi? Parce que les gens utilisent la Torah et disent: Oh, avant que ce soit la terre des Hébreux, c'était celle des Cananéens. Mais avant que ce soit celle des Cananéens, c'était la terre des Hébreux. Donc les gens supposent que l'ADN trouvé dans cette région doit être celui des Cananéens. Tu pourrais venir de ce peuple venu s'installer et prendre la terre aux Hébreux, des idolâtres et des gens horribles, non? Il y a Samson et la Palestine. Je suis palestinienne, donc je descends de gens horribles. Je ne pense pas que tu viennes de gens horribles. Tu utilises exprès des mots pour parler de ma... Qu'as-tu dit à propos des Cananéens? Si tu faisais ton test ADN, je pense que ton ADN révélerait en fait des origines juives, de la même manière que les juifs qui ont eu une expérience juive. C'est exact. Tu sais, je suis d'accord avec toi sur le fait que mes ancêtres sont juifs. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, ce que tu dis. D'accord, eh bien, arrêtons-nous là. D'accord, rappelons que l'ADN ne détermine pas si une personne est juive. C'est une pièce du puzzle, mais selon la halakha et historiquement, cela n'a jamais été quelque chose que nous utilisons pour vérifier si quelqu'un est juif. Encore une fois, c'est une invention plus moderne, évidemment, donc c'est pour ça qu'on ne l'utilisait pas. Mais halakiquement, la condition est d'avoir une mère juive ou d'avoir fait une conversion appropriée à travers une étude rigoureuse et des examens. Les juges juifs veillent aussi à l'intégration de la personne en conversion dans la société juive. À l'époque, on ne pouvait pas simplement acheter un certificat prouvant qu'on était juif. Cela ne marchait pas ainsi. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment insister. Il est juif, juif, encore une fois, évidemment, si c'est converti ou si sa mère est juive. Mais qu'est-ce qui a vraiment toujours montré qu'une personne est juive? C'est leur dévotion et leur, vous savez, attachement à la Torah et le respect des préceptes de la Torah qui a été donné au mont Sinaï. Et nous avons ce lien dans cette chaîne ininterrompue de, vous savez, de père en fils, de mère en fille, gardant la Torah et les mitzvot. Et c'est la chose principale qui montre qui est juif. Si vous avez cette tradition, même les Marans en Espagne, après l'expulsion, et beaucoup d'entre eux sont restés là-bas, ils gardèrent la Torah en secret. Donc encore une fois, c'est la chose principale qui peut identifier quelqu'un comme juif. Et je pense que l'un des rabbins célèbres, Rav Hai Gaon, est cité en disant que c'est vraiment le signe qu'une personne est juive. Notre observance de la Torah telle qu'elle a été donnée au mont Sinaï, c'est ce qui fait de nous des juifs. Et n'oublions pas qu'au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux convertis au judaïsme qui pourraient fausser ce facteur lorsqu'on regarde l'ADN. C'est pourquoi on ne peut pas se baser uniquement sur l'ADN. Il y a eu de nombreux convertis au judaïsme tout au long de l'exil. La Torah parle déjà de convertis venant d'Égypte, d'Adam et de Perse. Eh bien, dans le Talmud, il est question de nombreux convertis venant de Grèce et de Rome. Donc, encore une fois, nous n'allons pas utiliser cela comme critère ultime pour déterminer qui est juif. Surtout que si je faisais le test moi-même, étant séfarade, lors de notre exil d'Israël, nous sommes passés par le Moyen-Orient. Donc j'ai des caractéristiques venant du Moyen-Orient et de l'Inde, là où mes parents se sont retrouvés pendant l'exil. Donc encore une fois, cela fait partie du puzzle. À travers l'exil, cela pourrait affecter notre ADN et les différentes personnes qui rejoignent nos communautés. Et j'ai personnellement rencontré des personnes converties issues de nombreuses cultures, des personnes asiatiques, afro-américaines, africaines, éthiopiennes. Bien sûr, parce que les gens disent qu'ils sont en fait l'une des tribus perdues, beaucoup d'Éthiopiens qui ont rejoint le peuple juif, ainsi que des Européens et des Canadiens. Donc, l'argument de l'ADN est totalement fallacieux. Et ces gens essaient encore une fois de sortir cette carte magique de leur chapeau en disant « Oh, vous n'êtes pas juif parce que votre ADN ne correspond pas. » Je suis totalement en désaccord avec ça. Vous revendiquez la terre d'Israël, c'est comme si quelqu'un d'Amérique ou un Européen blanc se convertissait à l'islam. Il se convertit et devient musulman. Il dit alors, sur cette terre, il y a eu des musulmans depuis des générations. J'y vais, je suis musulman, c'est désormais ma terre.
D'accord. Donc, ce n'est pas parce que vous appartenez à une religion que tous vos descendants ont cet ADN et viennent de cette terre, n'est-ce pas? Donc, oui, mes ancêtres étaient juifs. Ce sont mes ancêtres et ils venaient de cette terre. J'ai un ADN similaire au leur. Mais si quelqu'un en Europe est juif, cela ne fait pas soudainement de lui un autochtone. Je préfère. Je suis content que nous soyons passés de dire que tu étais cananéen à dire que tu es à l'origine descendant du peuple juif, parce que c'est plus exact. Mais laisse-moi expliquer. Je ne vois pas en quoi c'est plus exact, mais faisons avec. Être juif, c'est être le descendant d'une civilisation ancienne. Même si vous ne croyez ni en Dieu, ni en la Torah, vous restez juif. D'accord. Donc, avant la Torah, Qu'est-ce qu'on fait avec les Hébreux? Et pour devenir juif, il faut passer par un processus qui dure des années. non, ils sont hébreux depuis longtemps, depuis des générations. Maintenant, les Juifs en Europe, qui ne représentent même pas la majorité du peuple juif, même en terre d'Israël, les Juifs qui vivent en Europe ont eu une expérience extérieure. Ils ne sont pas des convertis, mais des peuples autochtones d'Europe. Jusqu'où cela va-t-il? Donc, si vous observez d'autres peuples autochtones comme les Tibétains ou les Amérindiens, nous avons la population. Pause. Nous n'avons plus de temps. Passons à autre chose. Merci. Donc, ce n'était pas agréable à regarder. Euh, D'accord. Donc, je pense que pour moi, les trois meilleurs arguments que j'ai personnellement en faveur du contrôle et de la souveraineté juive sur la terre d'Israël à l'époque moderne, parce que, vous savez, en évitant toutes ces histoires de colonialisme et tout ça, il y a toujours eu des changements et des transferts de pouvoir sur cette terre au fil des décennies. Personne n'a protesté quand les Turcs avaient la terre, personne n'a protesté quand les Britanniques avaient la terre. Il y a eu tellement de peuples qui ont contrôlé cette terre, les croisés, vous savez, différents empires qui en ont eu le contrôle. Et vous savez, ils l'ont gagné loyalement, ils l'ont gagné. Et apparemment, c'était la volonté de Dieu qu'il l'ait à ce moment-là, et personne ne leur a enlevé cela. Les derniers à avoir possédé cette terre étaient les Britanniques, et ils ont décidé de diviser la terre et d'en donner une partie au peuple juif. Ils étaient, pour ainsi dire, les véritables dirigeants de la terre. Ils l'ont gagné par la conquête, puis ils l'ont eu, ils l'ont donné au peuple juif, ils l'ont fait de leur plein gré à travers l'ONU et tout ce qui s'est passé avec le plan de partage, et nous l'avons eu. Donc, c'est le premier argument. Donc, de nombreuses nations ont été créées de cette manière pendant cette période de décolonisation. C'est ce qui s'est passé lorsque l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne ont commencé à abandonner ces territoires qu'elles avaient techniquement conquis. Donc, Israël est né de cela à cette époque. Il est donc difficile de juger Israël seul, car tant de pays ont été créés à travers ce processus de décolonisation. Deuxièmement, il y a le fait que ces nations autour de nous sont constamment en guerre contre nous. Elles veulent des guerres. Et une conséquence naturelle est que le vainqueur prend le butin. Israël s'est défendu tant de fois depuis 1948 avec un groupe de survivants de l'Holocauste sur la terre d'Israël et a vaincu 5 armées qui nous entouraient, prouvant à maintes reprises sa valeur et montrant sa puissance avec l'aide de Dieu. Dieu merci. Je rejette l'argument, vous avez volé des terres. Vous nous attaquez encore, donc nous continuerons à en prendre, puisque vous ne contrôlez pas la situation. Vous ne méritez pas la terre si vous nous attaquez et que nous gagnons. Vous commencez des guerres que nous ne voulons pas. Si nous gagnons, nous prenons le butin. C'est la loi naturelle. Et c'est pour cela que le monde musulman possède 90% de ces terres. Il les a conquises par la conquête et par l'épée. Donc je ne vois personne dire qu'on devrait rendre la terre aux Zoroastriens et aux différentes cultures qui sont en fait éteintes et euh, éliminées de cette région par l'épée de l'islam. Donc ça, c'est une chose. Et le dernier argument, mon préféré, évidemment, en tant que juif religieux, c'est que la Torah nous a parlé du retour du peuple juif sur la terre d'Israël à la fin des temps, contre toute attente, malgré la Shoah, malgré de nombreuses nations arabes plus puissantes que nous qui nous combattaient. Nous avons reconstruit des villes détruites, comme l'annonce le prophète. Je relèverai vos villes abandonnées depuis des siècles. Nous en sommes témoins. Nous avons vu beaucoup de constructions d'espoir et de bénédictions. Grâce à Dieu, nous pouvons aujourd'hui nous défendre et préserver cette bénédiction en Israël. Vous êtes avec Jewish Uncensored, Am Israël Haï.